Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi de vous présenter mon travail d'étude que j'ai réalisé dans le cadre de la formation niveau 3 de l'Académie Inspire. Mon sujet, c'est la respiration consciente en entreprise euh, pour les dirigeants, les managers et puis les collaborateurs au service du vivant. Pour me présenter en quelques secondes, je m'appelle Gilles Gallard. Ça fait 15 ans que je travaille dans le coaching en entreprise, donc dans l'accompagnement des personnes, des équipes et des organisations, euh, dans leur évolution professionnelle et personnelle. Quelque chose aussi qui me tient particulièrement à cœur, je suis à la fois coach, je suis aussi superviseur de coach et facilitateur en intelligence collective. Vraiment, ce qui me met en mouvement dans mon travail, c'est de permettre aux personnes d'être pleinement elles-mêmes dans l'espace professionnel, avec l'idée que si elles sont pleinement elles-mêmes, elles contribueront pleinement au collectif auquel elles appartiennent. Ça, c'est vraiment une direction. Et l'autre direction qui est hyper importante pour moi, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, il est indispensable, et pour moi en tout cas, que les organisations, les entreprises, au sens générique du terme, qui peuvent être publiques ou privées, participent à régénérer le vivant, puisque nous savons aujourd'hui très clairement que nous avons déjà dépassé 6 des 9 limites planétaires qui constituent les limites physiques, chimiques, physiologiques du monde auquel on appartient. Donc ça, c'est vraiment mon mouvement professionnel. Et dans le cadre de cette formation et du travail sur la respiration, ce que je vais vous présenter là, j'ai rien inventé, entre guillemets. C'est pas une création spontanée. Par contre, la singularité de ce que je vais vous présenter là, c'est la mise en résonance avec vraiment ce que je peux expérimenter, voir, développer, déployer dans ma vie professionnelle. Et puis, ce que je pratique là plus spécifiquement depuis 4 ans de manière quotidienne et les enseignements liés à l'Académie Inspire sur les techniques de respiration. Et donc, en avançant sur les deux, je me suis rendu compte qu'il y avait des résonances, pour moi, hyper fortes. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de vous présenter là. Donc, dans une première partie, je vais vous présenter la partie théorique dans mon champ professionnel sur laquelle je m'appuie, qui s'appelle la théorie U. Je vais rentrer dans les détails après. Et puis, dans une deuxième partie, je partagerai, pour moi, quelles sont les possibilités de résonance et qu'est-ce qui fait écho par rapport aux techniques de respiration et comment l'un peut nourrir l'autre. C'est vraiment cet effet de synergie et de résonance qui m'a captivé ces dernières semaines et ces derniers mois. Pour ça, je vais vous partager mon écran et un document qui va servir de support. Il n'y a pas beaucoup de slides, il y en a 4 ou 5, donc, mais ça va donner un élément de référence et je pense que ça va participer à la compréhension de mon propos. Je pense qu'on en a pour une demi-heure, peut-être 35 minutes, 40 minutes maximum. Je vais essayer d'être concis. En même temps, ce thème me passionne et donc probablement il faudra que je sois vigilant à ne pas partir dans tous les sens. Donc, voilà. Donc, mon étude, donc Espace et Solutions, c'est mon entreprise et l'Académie Inspire, voilà, c'est la formation que j'ai pu suivre avec Léo au mois de juillet dernier. Et donc, c'est le résultat de mon travail là, que je vous présente au mois d'août 2024. Ce que je disais tout à l'heure, la respiration consciente pour les dirigeants et les managers et collaborateurs au service du vivant. Je vous ai expliqué en quoi c'est quelque chose qui me motivait. Donc, cette mise en résonance des travaux de la théorie U et des techniques de respiration, pour commencer, comme je le disais tout à l'heure, je vais présenter le travail d'Otto Scharmer. Je vais rester là 2 secondes. Otto Scharmer, c'est un Allemand qui vit aux États-Unis, qui est maître de conférence au MIT, Massachusetts Institute of Technology, depuis plus de 15 ans, et qui a créé une approche, vraiment par expérimentation et conceptualisation avec ce lien direct avec le terrain, c'est-à-dire en l'occurrence des leaders, puisqu'il a beaucoup travaillé sur le leadership. Euh, la théorie U, ça s'adresse essentiellement à des groupes de personnes, dont Otto Scharmer, et notamment des groupes restreints, dont Otto Scharmer considère, c'est spécifié comme ça, qu'il
constitue la pierre angulaire du changement de paradigme que la réalité du monde moderne que nous vivons, en référence à ce que je disais tout à l'heure, rend à la fois indispensable et inévitable. C'est une méthode de leadership et de conduite d'intelligence collective orientée vers la découverte et la mise en œuvre de solutions innovantes pour développer des actions, des activités qui vont pouvoir s'inscrire en rupture avec notre fonctionnement actuel pour répondre aux besoins futurs qui puissent être radicalement différents du passé, notamment sur des dimensions environnementales, sociales et humaines et économiques. Le boulot d'un leader, si je le simplifie un peu comme ça, c'est de décider. Un leader, sa mission principale, c'est de pouvoir décider, de rassembler des femmes et des hommes et de créer un mouvement pour aller vers la direction que lui capte et sent. La question fondamentale que nous dit Otto Scharmer, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, c'est pas tellement est-ce que c'est la bonne ou la mauvaise décision, quelle est la décision, mais ce qui questionne, c'est à partir d'où les leaders décident. Je trouve cette question hyper importante. Est-ce que je suis conscient ou consciente d'où part ma décision? Et je vais faire un focus sur l'écoute là, puisque c'est un des travaux spécifiques d'Otto Scharmer. Il dit aussi, mais est-ce que je suis conscient de comment j'écoute? Et pour moi, le parallèle, il est évident et assez immédiat avec la respiration. Bien sûr que je respire, bien sûr que je décide, bien sûr que j'écoute, mais est-ce que je suis conscient dans la manière dont j'écoute, où je décide, et comment je suis conscient de la manière dont je respire? Et c'est vraiment cet espace-là que je vais déployer avec vous. Une chose importante que j'avais aussi envie de vous dire, c'est que dans mon travail d'accompagnement, et notamment de comités de direction, de groupes de managers, j'ai eu la chance d'expérimenter et de vivre des temps avec des groupes de personnes, de 4-5 personnes à 20-25 personnes sur des formats 2-3 jours hors les murs, pour accompagner ces personnes-là à vraiment entrer, j'ai envie de dire, le plus proche possible des aspirations qu'ils ont au fond d'eux, quel est le leader ou la leader que j'ai envie d'incarner? Qu'est-ce qui me met profondément en mouvement? Qu'est-ce qui est important, mais pas que important, qui est essentiel pour moi et que j'ai envie d'offrir dans mon cadre professionnel? Et dans ces dernières expériences, je me suis donné l'autorisation, et j'ai testé ça, d'amener des temps préalables, notamment le matin, de respiration, tous ensemble, pour pouvoir j'ai envie de dire, mettre en syntonie nos respirations et donc nos systèmes nerveux autonomes. Et en co-régulant nos systèmes nerveux autonomes, il y a une co-régulation qui amène, consciemment ou inconsciemment, un espace sécure. Et cet espace sécure, il est super favorable et indispensable à pouvoir faire ce chemin de passer de mon fonctionnement quotidien et de mes habitudes vers quelque chose de plus intime, de plus profond, de qui j'ai envie d'être. Une autre chose que j'ai envie de préciser, et puis après je vous promets j'avance, c'est que j'observe qu'aujourd'hui, dans plein de secteurs d'activité, dans le privé et dans le public, il y a des milliers de personnes qu'on ne voit pas toujours, hein, dirigeants, managers, responsables d'équipe, qui se mettent en mouvement avec la volonté farouche de s'engager dans un chemin de régénération. C'est comme si dans ce que nous vivons, l'époque est difficile et à la fois passionnante, et comme s'il y avait quelque chose d'un terreau qui pouvait être favorable à faire basculer un certain nombre d'organisations pour qu'elles deviennent vraiment régénératrices au sens d'avoir un impact positif net sur le vivant. Et ces initiatives sont souvent menées de manière indépendante les unes des autres, et il y a des organisations qui commencent à les mettre en réseau, et c'est aussi la force de ce processus-là, de mettre en réseau et de mailler toutes ces initiatives
pour permettre une transformation plus profonde du monde et dont nous avons tous besoin. Je ferme cette parenthèse et je reviens sur la théorie U, que je vais vous présenter de manière assez synthétique sur l'aspect de ce que Otto Scharmer appelle les 4 niveaux d'écoute. Il précise que l'écoute est probablement la source de tout grand leadership. Bien entendu que les leaders travaillent sur la vision, la mission. Mais souvent, ce qu'il nous explique, c'est que les leaders qui chutent, entre guillemets, qui se cassent la figure, c'est souvent dû à un manque d'écoute. Le manque d'écoute au sens de, il y a un manque de connexion entre ce que les leaders voient, captent, et la réalité telle qu'elle se passe dans le moment présent. Et cette déconnexion entre le leader et le moment présent et la situation crée une fracture qui fait que, du coup, il y a un décalage et donc une incapacité de rester connecté à la réalité. Et c'est ce qui crée les chutes ou les difficultés et que le leader perd son leadership. Donc, écoutez pour vraiment rester en lien avec ce qui est versus ce que je pense qui est. L'écoute, on le pratique tous et toutes, au moins 16 ou 18 heures par jour. Ce n'est pas que quelque chose qu'on va mobiliser dans certaines situations. Comme la respiration, on respire tous 24 heures sur 24. Est-ce qu'on est conscient de comment on respire? Et l'écoute, elle est à la fois importante dans nos situations professionnelles, mais elle est tout aussi importante dans nos situations personnelles. Comment sommes-nous conscients de notre écoute? Otto Scharmer, lui, il a identifié 4 niveaux d'écoute différents. Ça s'appelle la théorie U parce que vous voyez, il y a un mouvement de U qu'on va explorer ensemble. Premier niveau d'écoute, il appelle ça le téléchargement. J'écoute à partir de ce que je connais, de mes habitudes, de mes conditionnements, de mes cadres de référence. Et si j'écoute de cette manière-là, qu'est-ce que je vais découvrir? Eh bien, en fait, je vais reconfirmer mes opinions du passé, mes jugements, ma vision des choses. Donc, pour lui, ce premier niveau d'écoute est un niveau d'écoute qui est lié au passé et qui ne permet pas d'être en lien avec le présent. Deuxième niveau d'écoute, c'est de pouvoir rentrer dans ce que Otto Scharmer appelle l'écoute factuelle. Écouter à partir de l'extérieur de ma représentation interne, de mon propre monde intérieur, pour pouvoir regarder qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Et pour pouvoir avoir cette écoute factuelle, ce que nous dit Otto Scharmer, c'est qu'il faut avoir un esprit ouvert et être prêt à faire des découvertes, observer des situations, des faits, des choses qui vont venir contester les données que je pensais connaître. C'est le propre de toute démarche scientifique, hein, de pouvoir faire des expériences et constater les résultats d'expériences qui vont venir potentiellement contredire l'hypothèse précédente. Il donne aussi l'exemple de Darwin sur la théorie de l'évolution, qui se baladait toujours avec un carnet et qui prenait des notes de tout ce qu'il observait, avec l'idée que s'il observait quelque chose qui contredisait sa théorie, il fallait absolument le noter parce que sinon son cerveau allait avoir tendance à le mettre de côté, parce que c'est beaucoup plus facile. Et puis il a fait aussi l'expérience que découvrir des choses différentes de ce que je connais, c'est aussi une source de créativité et d'innovation. Donc, deuxième niveau d'écoute, l'écoute factuelle. Donc, ces deux niveaux d'écoute, j'ai envie de dire, la plupart des personnes les connaissent et ou les expérimentent. Mais pour nous, en tout cas pour moi, notamment dans mon champ professionnel, qui suis en lien avec des changements sociaux complexes, holistiques, systémiques, ces deux niveaux d'écoute, ils ne sont pas suffisants. Et il invite, du coup, ça nous invite à prendre en compte d'autres niveaux d'écoute avec lesquels nous devons faire un travail conscient et constant. C'est un mode parallèle avec la respiration, comment je suis conscient de ma respiration et comment, de manière régulière, je viens vérifier la manière dont je respire. Est-ce qu'elle est adéquate avec la situation ou pas? Est-ce qu'elle est favorable ou pas?
Est-ce qu'elle va me soutenir ou pas? Troisième niveau d'écoute, l'écoute empathique. Là, il s'agit d'écouter à partir de l'intérieur, au sens de, pas des pensées, mais de l'intérieur de la connexion émotionnelle. Et pour ça, ça demande d'avoir un cœur ouvert, au sens de je vais pouvoir me mettre à la place de l'autre et mon point d'écoute, il sera dans les baskets de l'autre pour comprendre sa réalité. Et du coup, ce à quoi ça me permet d'accéder, c'est un autre point de vue, le point de vue de l'autre ou des autres. Et donc, ça va élargir et enrichir mon champ de compréhension et d'enrichissement de la compréhension de la situation. Pas uniquement mon point de vue, mais aussi celui ou celle des autres. Jusque-là, ce que dit Otto Scharmer, entre guillemets, il n'y a rien de nouveau. Les choses sont connues. Ce n'est pas parce qu'elles sont connues qu'elles sont appliquées, d'ailleurs, comme pour la respiration. Euh, on connaît les principes d'une respiration qui est fonctionnelle et à l'inverse, qui est dysfonctionnelle, mais ce n'est pas parce que c'est connu que j'y prête attention tout le temps et que je suis au service de ma respiration fonctionnelle. La spécificité de son travail va porter sur ce quatrième niveau d'écoute, ce qu'il appelle l'écoute générative. Et là, cette écoute-là, elle est en lien, si tout à l'heure j'écoutais à partir d'un espace de connexion émotionnelle et du cœur, là, je vais écouter à partir d'une volonté ouverte, d'un désir profond, de fondamentalement mais qui je suis et à quoi j'ai envie de contribuer. Comment j'écoute cette partie-là de moi qui est au fond de moi, intime, et qui demande à se déployer. Et cette capacité spécifique nous connecte aussi à un champ des possibles, quelque chose qui n'est pas encore manifesté, qu'il appelle, lui, le futur émergent. Donc, se connecter à l'entièreté du futur émergent. Pas quelque chose de connu, mais délimité. Et on pourrait parler de l'intuition. Quand je me mets dans cet espace-là, je peux capter des informations qui vont me parler de quelque chose qui pourrait se produire et qui est déjà, et qui, en tout cas, là, en graine. Et ça nous demande d'être dans un état que lui qualifie de presencing. Presencing, c'est la contraction de deux mots en anglais, presence et sensing, être complètement présent et ouvert avec tous mes sens. Et nous savons que nous sommes dans cet espace-là quand notre niveau d'énergie est dans, on pourrait dire, un état de flow, que on sent que notre identité est prête à évoluer, à se transformer et qu'on est au plus près de qui on voudrait vraiment être. Donc voilà pour les 4 niveaux d'écoute et ce mouvement du U qui nous invite à petit à petit descendre et à avoir une écoute de plus en plus profonde pour rentrer dans cette écoute et cet état génératif avec une présence qui va nous permettre du coup de capter et d'être en lien avec des informations qui vont être vraiment la source de leadership, d'initiative, de créativité et aussi qui vont me permettre d'être plus pleinement moi-même. J'aime bien aussi cette représentation d'Otto Scharmer qui parle de la structure organique de l'attention. Imaginez que ce rond-là, ça représente tout ce qui est connu, notre cadre de référence, nos représentations, nos habitudes, nos croyances, nos concepts, etc. Si je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, le premier niveau d'écoute, téléchargement, j'écoute à l'intérieur de mon monde et ce que je vais du coup projeter sur les murs de mon monde, c'est ce que je connais déjà. Et donc ça va produire des opinions du passé, des confirmations et éventuellement des jugements, comme je le disais tout à l'heure. Ce qui l'invite dans le deuxième niveau d'écoute, l'écoute factuelle, c'est de se déplacer sur le bord du cercle et venir regarder, ok, je me mets sur le bord de mon monde intérieur, de mes représentations, et je regarde le monde tel qu'il est.
qu'est-ce que je découvre? Quelles sont les différences, hein, comme je disais tout à l'heure? Je vais chercher à voir les différences entre ce que je pensais et ce que j'observe pour de bon. Troisième niveau d'écoute, je vais sortir à l'extérieur de mon intérieur pour me mettre dans les baskets d'un autre et avec une connexion émotionnelle et un corps ouvert. La première tâche, c'était un esprit ouvert, un cœur ouvert, pouvoir entendre et appréhender la réalité d'un autre point de vue. Alors, ça peut être d'un autre, mais dans les organisations, on peut parler aussi d'un écosystème. Je peux aller chez des clients, chez des fournisseurs, chez des collaborateurs, chez des concurrents, me mettre en lien avec les générations futures, me mettre en lien avec l'environnement, me mettre en lien avec des personnes ou des franges de la population qui sont marginalisées. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je capte à cet endroit-là? Et puis, le dernier niveau d'écoute, euh, c'est écouter à partir du champ, donc les génératifs, où là, je suis connecté et interconnecté à la totalité du champ auquel j'appartiens, le champ social, économique, environnemental, etc. Voilà pour les 4 niveaux d'écoute. Ce que nous dit Otto Scharmer, c'est que nous avons probablement tous vécu individuellement une expérience de connexion profonde avec qui j'ai envie d'être. Cet état de flow que les sportifs connaissent bien, les artistes aussi, rentrer dans un moment où tout est facile, où il y a une forme d'évidence, de fluidité, il y a de l'énergie, il n'y a pas de fatigue, les choses se font avec de la facilité, il y a du plaisir, de la joie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous active. Et ce qui précise, c'est si individuellement les gens vivent ça, qu'est-ce qui fait que collectivement, et notamment dans les grandes organisations, les grandes institutions, on n'arrive pas à faire ça. Au moment où collectivement nous tentons de passer du premier niveau de conscience et du premier niveau d'écoute au niveau de conscience, au niveau d'écoute plus profond, pour répondre individuellement et collectivement, ce que je disais tout à l'heure, aux défis auxquels nous sommes confrontés sur notre planète bleue, et bien en fait, on s'embarque dans un voyage qui va nous confronter à des résistances, ce que lui appelle des ennemis. Et sur ce chemin, on va rencontrer des ennemis avec lesquels il va falloir apprendre à cheminer. Il va falloir qu'on apprenne à gérer ces forces de résistance. Au premier niveau d'écoute, je reproduis les comportements du passé. Le premier ennemi, c'est la voie du jugement. Pour pouvoir avoir un esprit ouvert, il faut pouvoir arrêter cette voie du jugement. Dans les espaces de créativité, dans quand on essaye de créer de l'innovation, dans toutes les techniques d'innovation, une des choses importantes, et Walt Disney fonctionnait comme ça d'ailleurs, c'est de pouvoir mettre à l'extérieur pendant un moment le regard critique, jugement, pour laisser les possibilités être nommées, émerger, résonner entre elles. Et donc toutes les techniques de créativité qui permettent de mettre à l'écart les jugements dans un premier temps ont vraiment cet objectif de laisser l'espace ouvert pour que l'esprit puisse librement explorer des territoires inconnus. Première voie du jugement. La question, c'est du coup de nous permettre, par ces approches, alors c'est à la fois un travail individuel et collectif. C'est-à-dire que ce n'est pas que moi, c'est comment moi aussi je vais interagir et je vais être activé dans les prises de parole des uns et des autres et comment, à un moment, je vais pouvoir me poser et laisser l'espace ouvert pour que quelque chose puisse se produire de nouveau. Suspendre le jugement. Suspendre le jugement, ça va me permettre de voir la réalité telle qu'elle est, donc l'écoute factuelle, voir les choses telles qu'elles sont avec des yeux neufs. Si je continue le chemin, deuxième ennemi qui va nous barrer la route, c'est la voie du cynisme. La voie du cynisme qui va nous bloquer, en tout cas qui va freiner ou opposer de la résistance à ouvrir l'espace du cœur. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là, en fait, dans le cynisme? Ouvrir l'espace du cœur, ça veut dire rentrer en connexion émotionnelle avec l'autre.
Et si je rentre en connexion émotionnelle avec l'autre pour appréhender la réalité de son point de vue, ça veut dire que potentiellement, je me mets moi dans un espace de vulnérabilité, d'être touché par l'autre. Et si je fais ça, je deviens potentiellement vulnérable. Et donc, une manière évidente d'éviter cette vulnérabilité, c'est d'utiliser le cynisme. C'est complètement bisounours, n'importe quoi, etc. Bisounours, c'est vraiment un mot qui est très souvent utilisé dans les collectifs professionnels. C'est bisounours. C'est vraiment une manière de prendre une tangente. Ce que précise Otto Scharmer, pour le cynisme ou la voix du jugement, il ne dit pas qu'il ne faut pas être cynique. Ce n'est pas ça son propos du tout. Il dit bien sûr que vous pouvez être cynique, juste ayez conscience que euh, si vous utilisez le cynisme, ça vous empêche de descendre dans cet état d'écoute générative et d'espace de créativité. Après, voilà, c'est juste de savoir ça et, et d'être conscient de comment je me comporte et quelles ressources je mobilise ou pas. Dans cette idée, quand je descends dans cet espace potentiel de vulnérabilité, de pouvoir appréhender la totalité du champ. Troisième ennemi, la voie de la peur. Qu'est-ce que ça veut dire la voie de la peur? Qui va se manifester comme un obstacle ou une difficulté pour avoir vraiment cette volonté ouverte. Qu'est-ce que c'est cette volonté ouverte dont je parlais tout à l'heure? Fondamentalement, c'est vraiment notre capacité à lâcher prise avec l'ancien pour pouvoir laisser venir quelque chose de nous qui a envie de se manifester. Vous savez, c'est des histoires des petites voix qui viennent nous dire des choses des fois et qu'on peut mettre de côté. Pourquoi? Par peur de ne pas être à la hauteur, par peur d'être rejeté de la communauté d'appartenance, euh, par peur de perdre quelque chose, faire un chemin vers une nouvelle identité, et je peux rester vraiment dans le champ professionnel, c'est accepter de laisser partir une autre. Donc il y a quelque chose d'un processus de deuil de l'ancien pour aller dans le nouveau qui peut être vraiment effrayant. L'idée là, c'est vraiment l'invitation à pouvoir lâcher prise pour pouvoir se connecter à cet état de présence, clarifier mais qui je suis, qui j'ai envie d'être, comment je peux être au plus près de moi-même et de clarifier quelle est ma mission. Je suis au service de quoi qui me dépasse et qui est plus grand que moi. Et là, on est descendu dans le U et dans le travail de Charmer, l'idée, c'est de pouvoir aussi remonter à partir de cet état-là et des différents champs d'information que j'ai pu capter avec des niveaux d'écoute ouverts, l'esprit, le cœur et la volonté, de pouvoir laisser venir quelque chose, je parlais tout à l'heure du futur émergent, d'un avenir non encore manifesté, et j'aurai moi comme responsabilité du coup de cristalliser, de commencer à donner une forme à cette vision, à cette intention. C'est pas grave si elle est imparfaite, on ne cherche pas la perfection là, mais l'idée c'est de commencer à donner corps, à donner matière à ce futur émergent. Et puis de pouvoir entrer en action pour pouvoir le mettre en œuvre, le prototyper, lui donner une forme plus spécifique, peut-être plus précise, faire un crash test, je pourrais dire, avec la préoccupation de garder un alignement tête, cœur, corps pour garder une pensée globale et holistique. Et ces prototypes, on va pouvoir les tester, les ajuster par un phénomène d'essai-erreur, un processus itératif qui va nous permettre après d'incarner pleinement ce futur émergent en l'inscrivant et en l'incorporant dans le champ social. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Ce n'est pas juste une expérience personnelle de moi à moi, c'est une expérience personnelle et une reliance ou une mise en synergie entre ce que j'ai pu contacter moi et comment je le déploie dans le monde. Dans une équipe professionnelle, ça va être de dire, OK, quel leader j'ai envie d'être dans ma mission, dans mon travail, comment ça je vais pouvoir l'incarner dans mon équipe, comment mon équipe elle va l'incarner dans l'entreprise, comment l'entreprise elle va pouvoir
l'incarner dans son écosystème, qui appartient au monde plus large. Chaque écosystème est contenu dans un écosystème plus grand. Donc voilà ce que j'avais envie de vous présenter par rapport à l'approche de la théorie U. J'espère que je n'ai pas été trop long et que c'est à peu près clair pour vous. 4 niveaux d'écoute, des freins et des ennemis qui vont nous mettre au challenge d'arriver à fonctionner en étant en présence, avec un esprit ouvert, un cœur ouvert, une volonté ouverte, pour pouvoir offrir et déployer dans le monde qui nous sommes vraiment et ce que nous avons envie d'offrir pleinement. Imaginez dans une organisation, quand un comité de direction vit un processus comme ça sur 2-3 jours et que chacun se vit en authenticité avec qui il ou elle est et ce qu'il ou elle a envie de déployer dans le monde, je peux vous assurer que quand les gens repartent, ils ne sont pas connectés au même endroit, à la fois individuellement et collectivement. Et ça donne une force très importante pour pouvoir du coup relever les défis qui ne manqueront pas de se relever parce que au moment de la transformation dans la matière, il va y avoir du frottement et donc il va falloir pouvoir se raccrocher à quelque chose qui donne du sens et qui va nous donner la force de pouvoir traverser les différentes étapes. Voilà ce que je voulais vous présenter. Donc ça, on retrouve ici le schéma. Ça, c'est la théorie de Charmer. Et moi, que je vous disais, j'ai pu le vivre à plusieurs reprises. Et là où ça m'intéresse, et ça fait vraiment le lien avec l'information, c'est mais ça, comment ça rentre en résonance et en connexion avec le travail sur la respiration. Suspendre le jugement intellectuellement, c'est assez facile à comprendre. Regarder les choses avec les yeux neufs, c'est facile à comprendre. Pouvoir se mettre à la place de l'autre et ressentir complètement ce qu'il vit, ok, intellectuellement, tout ça, je comprends. Lâcher prise. Ouvrir mon esprit, ouvrir mon cœur, ouvrir ma volonté. Mais concrètement, comment je le fais? Et c'est là où, pour moi, il y a une clé assez magique qui est la respiration et la puissance de la respiration. Nous savons depuis la nuit des temps et aussi depuis plus récemment avec des études scientifiques qui mettent ça en évidence de manière très claire, que notre respiration, parmi notre système vagal, c'est le seul sur lequel on peut avoir une action directe. Et que notre respiration agit directement sur notre système nerveux autonome, en activant les branches du système nerveux autonome sympathique et parasympathique, et aussi sur notre système nerveux central. Et si on imagine que vous êtes en responsabilité d'une équipe, d'une entreprise, d'un groupe, il y a beaucoup d'informations que vous avez à gérer, et notamment avec les outils avec lesquels nous sommes dotés aujourd'hui, les groupes WhatsApp, Telegram, les mails, le téléphone, les interactions, les rendez-vous, etc. Et donc, pour suspendre le jugement dans un monde saturé d'informations où l'information va toujours de plus en plus vite, concrètement, comment on fait? Ce n'est pas juste de le décider. Et c'est là où il y a une clé extraordinaire avec la respiration, c'est qu'il est possible de mettre en place des protocoles de respiration qui vont nous faciliter l'accès à chacun de ces états. Donc, ce que je vais vous présenter là, c'est vraiment le résultat d'une expérimentation, d'une recherche personnelle. Ce n'est pas une vérité. Vous pouvez bien entendu essayer d'autres choses et d'autres combinaisons. La respiration, ce n'est pas un monde pour moi, c'est un univers. Il y a des branches multiples, multimillénaires, et puis des recherches plus récentes, comme je le disais tout à l'heure. Donc, mon exercice de style dans le cadre de cette formation, ça a été de dire, OK, comment je pourrais placer une douzaine de techniques de respiration qui pourraient permettre de suivre ce mouvement du. Donc, je vais vous les présenter et également expliquer, pas le détail de chaque technique, mais qu'est-ce qu'elle permet. Donc, si on part du haut du comment suspendre le jugement, alors par exemple, la technique la première que j'avais envie de positionner, c'est le soupir physiologique. Pardon. Pourquoi? Parce que c'est une technique efficace et très rapide qui permet en peu de temps d'amener un processus de relâchement et de centrage, de relâchement de nos pensées, du tourbillon de nos pensées, de notre agitation, pour juste, en 3-4 minutes, revenir ici.
Et cette reconnexion à nous-mêmes, pour mettre un peu sur le bord l'agitation de notre mental qui fait son job, hein, il est là pour ça permet à un moment du coup, de se poser et d'être en capacité consciemment de suspendre le jugement. La technique que j'avais envie de proposer juste après, c'est Nadi Shodhana. C'est la technique de respiration avec les narines alternées. Pour les personnes qui connaissent un peu la pratique du yoga et du pranayama, c'est quelque chose qui est très connu. Et pourquoi je mets là? Parce que ça dynamise nos deux hémisphères cérébraux, ça apaise le mental et ça permet vraiment de réduire les pensées parasites. Et donc, comme pour le soupir physiologique, ça va être très aidant pour pouvoir commencer à avoir de la clarté mentale et donc à avoir cette, ce, 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 les conditions pardon, pour avoir un esprit ouvert. Troisième technique que je propose, c'est la respiration 3-6. Là, la respiration 3-6, elle a un axe spécifique qui est la réduction du stress, l'anxiété, qui amène du calme et qui permet du centrage. Et donc, pour regarder avec des yeux neufs, comment je suis au calme à l'intérieur de moi et je suis centré pour voir les choses telles qu'elles sont. Toutes les techniques que je présente là, je parlerai du livre tout à l'heure, mais sont présentées, explicitées dans le livre de Léo, dans les deux livres de Léo, Pelagotti, Leonardo, pardon, et en même temps, sur la chaîne YouTube de Léo, vous avez déjà plein de techniques qui sont guidées. Quatrième respiration que j'avais envie de proposer, Brain Detox. Alors, là, c'est une technique avec, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste que vous compreniez, c'est une marche en apnée avec les poumons pleins. L'idée là, une fois de plus, c'est de dissiper le brouillard mental et d'apporter de la clarté et d'avoir une réflexion lucide, d'amener de la lucidité sur notre regard et notre réflexion, qui est complètement raccord, du coup, avec cet étage-là de la théorie U pour pouvoir regarder avec des yeux neufs. Comment ouvrir l'espace, avoir le cœur ouvert? Donc là, forcément, je m'appuie sur une technique qui a une intention dirigée typiquement sur le cœur, qui est la respiration rythmique du cœur, qui travaille, elle, avec les émotions, qui permet de générer un état émotionnel positif et je pourrais dire, de nettoyer et de purifier l'espace du cœur. Donc vraiment, l'idée, c'est d'ouvrir cet espace-là pour pouvoir accueillir la connexion émotionnelle, le lien avec l'autre et mieux comprendre ce qu'il ou ce qu'elle vit, comme je le disais tout à l'heure. Une autre respiration, là, ça peut être la respiration Wim Hof, et je pourrais préciser la respiration Wim Hof profonde, c'est-à-dire accompagnée avec de la musique, avec des cycles longs, avec de la lenteur, pour vraiment, notamment quand cette respiration est travaillée de manière régulière, euh, ça permet vraiment une diminution chronique du stress et puis ça permet aussi une libération émotionnelle. Et donc faire de la place dans cet espace pour pouvoir accueillir ce qui se manifeste. Autre technique que je propose ici en lien avec du coup l'écoute générative, le dernier niveau, on était sur l'écoute empathique avant, c'est la respiration pour l'entraînement à la concentration. C'est vraiment là un travail sur le mental et sur le système nerveux autonome et central, donc vraiment agir au niveau de notre système nerveux et de notre fonctionnement cérébral pour renforcer la concentration ou atteindre un niveau de détente et de lâcher prise. Donc là, à la fois dans la terminologie utilisée chez Otto Scharmer et dans le livre de Léo, on parle de la même chose, mais j'ai envie de dire en termes d'état recherché, pas que les mots utilisés, mais c'est vraiment de pouvoir avoir quelque chose qui se désagrège pour laisser la possibilité à quelque chose de nouveau d'advenir. Typiquement, la respiration à l'entraînement et à la concentration permet ce travail-là par la respiration. Presencing, comment être dans cet état de presencing? Donc là, ce que j'ai
ce que je propose ici, c'est la respiration libre du village des pruniers qui amène présence et conscience. Cette technique qui n'est pas un protocole, entre guillemets, où on va varier les fréquences, le volume respiratoire. Euh, Là, l'idée, c'est de laisser la respiration telle qu'elle est et juste mettre de la conscience sur la respiration. Il n'y a rien d'autre à faire qu'être présent et conscient de la respiration. Et en étant présent et conscient de sa respiration, quelque chose d'autre va pouvoir se déployer. La respiration va s'auto-réguler et va nous mettre dans un état de présence et on va dire de méditation qui est totalement raccord avec ce qu'évoque Otto Scharmer. Alors moi, j'ai eu la chance pendant ma formation de partager le temps de formation avec Frère Promesse qui vit au village des Pruniers et qui nous a guidé une respiration libre sous ce format-là, qui était vraiment une expérience assez incroyable de simplicité et de puissance. On commence à la remontée du U, et là, j'avais envie de proposer la respiration troisième œil ou DMT. L'idée, là, c'est d'activer un état méditatif profond pour favoriser, euh, peut-être, comment je pourrais dire ça, se mettre, en tout cas, se mettre dans un état méditatif profond pour laisser venir à nous des images, des mots, des situations, avoir une espèce d'espace de clairvoyance qui permet d'accueillir le futur émergent. Et une fois de plus, dans la terminologie d'Otto Scharmer ou dans ce qu'on retrouve vraiment dans le travail sur la respiration, là, on est vraiment dans quelque chose qui fait écho des très, très similaires. C'est-à-dire ne rien chercher avec la volonté, mais se mettre dans un état qui permet aux informations de venir à nous. Donc on est dans un mouvement inverse, laisser venir. Donc là, une fois de plus, c'est complètement raccord et très résonant. Cristalliser la vision. Donc là, l'idée, c'est comment pouvoir, du coup, attraper cette image, cette sensation, une fois de plus, qui est floue hein, et donc qui est incertaine. C'est pour ça que ce n'est pas toujours confortable d'aller dans cet espace-là. Pour les personnes qui ont besoin de beaucoup de contrôle, c'est un endroit qui demande du travail personnel. Là, j'avais envie de proposer la respiration Sniff and Puff, qui est vraiment une respiration là pour activer l'énergie du corps et du mental, et qui va favoriser le passage à l'action. Entrer en action, mettre en œuvre, prototyper. Là, ma proposition, c'était la respiration hybride pour l'énergie. C'est vraiment activer l'énergie du corps, se réveiller et s'activer autant physiquement que mentalement. Et donc, euh, aller vers l'avant et mobiliser la tête, le cœur et le corps. Dernière respiration que je propose, là, l'incarnation, le déployer dans le tissu social, ça demande de la continuité, de la persévérance, de la concentration. Et donc, là, l'idée, c'est de pouvoir, ma proposition, en tout cas, mon idée, c'était de mobiliser la respiration carrée qui va activer une pensée logique, concentrée, et aussi libérer la créativité et qui va permettre d'être focus dans le temps. Donc voilà ce que j'avais envie de vous proposer. Moi, ça me réjouit de pouvoir croiser ces deux modèles et de me dire, mais c'est complètement dingue la résonance que ça a. Et en même temps, je me dis, mais c'est pas si étonnant que ça, parce que aussi bien chez Charmer que dans la proposition de la transmission de l'Académie Inspire et des livres de Léo, il y a quelque chose qui est fondamentalement relié au vivant. Il y a un mouvement de vie. Le souffle, on prend un premier souffle quand on arrive sur Terre, quand on est, quand on sort du ventre de notre mère, et on pousse un dernier souffle au moment où on quitte notre corps. Et ce mouvement-là, il nous accompagne toute notre vie. Et ce que nous dit Charmer, c'est aussi de comment rester connecté à la vie telle qu'elle est versus celle qu'on pense qu'elle est pour pouvoir accompagner ce mouvement naturel et vivant. Voilà, moi, ça me passionne et en même temps, ça me touche vraiment profondément dans ma propre histoire personnelle de pouvoir mettre ces modèles en résonance. Et puis, je pourrais dire, j'ai une intuition
j'ai l'intuition qu'il y a quelque chose à faire, voilà, pour les organisations, pour les collectifs, pour les entreprises, pour les équipes, de pouvoir se réapproprier ces techniques à la fois anciennes et plus modernes de respiration pour pouvoir euh, œuvrer pleinement au quotidien avec, comment je pourrais dire ça, avec authenticité et complétude. Et comme ça c'est un mot que utilise Frédéric Laloux, qui est voilà, un auteur que j'aime beaucoup aussi dans le travail d'intelligence collective et qui a mis une petite révolution à son échelle il y a bientôt une quinzaine d'années. Euh, comment être pleinement soi-même, et notamment dans la vie professionnelle. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager et qui fait écho aussi à ce qu'évoque Otto Scharmer qui parle que nous sommes face à trois grandes fractures. Une fracture écologique aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure, une forme de séparation entre soi, pas une forme d'ailleurs, qui est une séparation entre soi et la nature. On est aussi face à une fracture sociale, une séparation entre soi et les autres, et une séparation spirituelle qui est une séparation de soi à soi. Et pour moi, respirer en conscience, ça permet de se mettre en lien avec ces trois niveaux. J'ai la croyance, peut-être un peu naïve, que si nous nous mettons à respirer en conscience, on n'aura plus le même lien avec le vivant autour de nous, et je pense au vivant non humain, la nature. Que si je respire en conscience, je ne peux plus interagir avec l'autre de la même manière. Que si je respire en conscience, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui va pouvoir peut-être se pacifier, se réunifier. Donc voilà, c'est aussi quelque chose que j'avais envie d'évoquer rapidement, qui pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, mais voilà, c'était important pour moi de préciser ça. Les références bibliographiques sur lesquelles je me suis appuyé pour réaliser ce travail, c'est à la fois les deux livres de Léo, Maîtriser la respiration pour la maîtrise de soi et Maîtriser votre respiration, et le livre d'Otto Scharmer, Dirigé à partir du futur émergent. J'arrête le partage d'écran. Et voilà, merci de votre attention aussi. Vous avez pu rester jusqu'au bout. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de faire cette vidéo qui achève du coup mon parcours de formation. Respirez, vous êtes vivant. Et je vous dis à bientôt.